Et s'il ne fallait pas enterrer trop tôt, trop vite le Bitcoin, s'il fallait le prendre très au sérieux, justement, on en parle avec Henri Sterdyniak. Bonjour Henri. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Économiste à l'OFCE. Alors, c'est vrai que quasiment tous les prix Nobel de la paix, de concert, quasiment tous, ils tirent tous à boulet rouge sur le Bitcoin. Ils sont vent debout, on pourrait les nommer, hein. C'est pas votre tasse de thé, Jean Tirole et autres, mais ils pensent tous à peu près la même chose. Ils sont sceptiques face au phénomène du Bitcoin. Est-ce que ce ne sont pas les mêmes qui ont été aussi sceptiques avec l'arrivée d'Internet, avec l'arrivée des réseaux sociaux, avec l'arrivée de Wikipédia qui disait ça ne marchera pas, ça va se cracher? C'est pas les mêmes finalement aujourd'hui aussi qui sont dans le mauvais sens de l'histoire? Eh oui, mais l'histoire est pas forcément, ne va pas forcément dans le bon sens. Peut-être que l'histoire va là dans le mauvais sens et que les prix Nobel ont raison de tirer la sonnette d'alarme. Après tout, nos sociétés ont vécu depuis quelques dizaines d'années sur le fait qu'il y avait un État, que l'État garantissait un certain nombre de choses, la sécurité sociale, la monnaie. Alors on peut dire qu'effectivement, demain, ça ne sera plus le cas et qu'on va retourner vers un système féodal où il n'y aura plus d'État et où ce qui va compter, ça va être des féodalités, des grandes entreprises, il n'y aura plus de sécurité sociale, ça sera le privé pour les riches, ça sera la charité pour les pauvres, et pour la monnaie c'est pareil, il y aura des féodalités qui émettront leur propre monnaie, et puis ça marchera ou ça ne marchera pas. Alors c'est vrai, oui, on le sait, le Bitcoin est très volatile, il peut perdre 20 ou 30% dans la journée. Oui, c'est vrai qu'il est utilisé, on le sait aussi, pour blanchir de l'argent sale. Mais derrière, encore une fois, et vous l'évoquez à demi-mot, il y a ce projet politique. Libérer la monnaie de l'État, des banques, ne dépendre d'aucun État, d'aucune banque, d'aucune autorité centrale. Et on se dit que derrière, il y a cette idée qu'il n'y aurait personne qui pourrait venir éroder la valeur de la monnaie en menant des politiques inflationnistes, en faisant tourner la planche à billets. D'ailleurs, ce n'est pas le fruit du hasard si le Bitcoin est né en 2009, juste après la crise des subprimes. Vous en convenez? Je veux bien en convenir. Le problème aussi, c'est de se poser la question pourquoi il y a de la monnaie. Il y a de la monnaie parce qu'on a besoin d'un actif socialement garanti. Le Bitcoin, c'est très sympathique, mais ce n'est pas socialement garanti. Donc, que les gens utilisent le Bitcoin, d'accord. Le problème, c'est que c'est à leurs risques et périls. Ce n'est pas socialement garanti. Ça vaut aujourd'hui 11 736 $. Peut-être que ça en vaudra 5 000 dans 2-3 semaines. Le problème, c'est que c'est présenté comme une monnaie. Donc, normalement... C'est le cas, on peut payer avec sur plein, il y a 100 000 ça sites doit avoir Internet dans le monde sur une lesquels on peut monnaie payer, en principe, c'est fait pour payer les transactions, c'est le cas. Mais que aujourd'hui, beaucoup de gens s'y précipitent parce que c'est un actif hautement spéculatif. Donc la question qui se pose est quelle serait la valeur du Bitcoin si effectivement c'est plus un actif spéculatif, mais c'est uniquement un instrument de transaction. Et une fois que ce sera uniquement un instrument de transaction, se posera la question qui va effectivement continuer à le faire fonctionner. On peut dire... des algorithmes. Des algorithmes, oui, mais les algorithmes, c'est coûteux. Actuellement, c'est rentable parce que le Bitcoin progresse, parce que c'est un actif spéculatif. Une fois qu'il sera stabilisé, l'intérêt de le maintenir sera plus faible. Voilà. Donc, tout le monde a le droit de jouer, pourquoi pas? Je veux dire, si on veut s'amuser, avoir peur, on peut très bien acheter aujourd'hui du Bitcoin. C'est d'ailleurs un peu trop tard, il aurait fallu... On ne sait pas, certains disent que ça peut monter à 20, 30 000, 40 000. D'accord. Et que derrière, ça devrait finir mal. C'est la thèse de quasiment tout le monde. C'est la thèse de quasiment tout le monde. C'est la vôtre aussi d'ailleurs. Hein. Oui, c'est la mienne aussi. Donc on peut s'amuser à en acheter, pourquoi pas. Le problème, c'est que... voilà, on sait que c'est un jeu. Du moment que c'est qu'un jeu, c'est pas grave. Le point, c'est qu'il faut être bien clair, c'est pas garanti. Donc... Mais en aucun cas, une banque centrale ne va compenser les pertes que vous pouvez faire. Donc, parce que je reviens sur ce projet politique, mais aussi sur l'idéologie qui est derrière. À l'heure du Big Brother, il y en a certains qui se disent, voilà, pouvoir faire des transactions en tout anonymat, on préférait. C'est défendable aussi comme point de vue. Un système de transaction avec le blockchain qui est derrière, système de pair à pair où tout est pour le coup confidentiel.
Oui, c'est tout à fait utile pour échapper aux impôts, pour payer sa drogue, son escort girl. C'est effectivement des choses tout à fait indispensables. Et il est évident que l'autre projet alternatif, disons, on supprime les billets et du coup, toutes les transactions seront enregistrées au niveau de votre banque. C'est extrêmement gênant pour un certain nombre d'activités que vous ne pourrez plus faire discrètement à l'abri de l'État et de votre épouse, évidemment. Et en même temps, on se dit qu'une monnaie qui peut s'échanger librement partout dans le monde, qui ne laisse pas de traces, qui ne réclame quasiment aucun frais de transaction bancaire, c'est encore une fois une façon de se libérer. C'est le projet qui est derrière, de l'arbitraire politique, de l'emprise de l'État, du régulateur. C'est un projet libertarien assez pur de ce point de vue. C'est un projet libertarien pur. En même temps, il faut savoir que c'est un projet extrêmement coûteux, puisqu'on dépense des sommes énormes pour créer du Bitcoin, pour surveiller le système. Pourquoi? Parce qu'il y a une consommation en électricité qui est extrêmement forte. Qui est On colossale. dit aujourd'hui que ça représente la consommation en électricité de l'Irlande, Ouais, ce que j'ai vu Irlande du Sud plus Irlande du Nord, et que bientôt ça va représenter, normalement, dans une dizaine d'années, ce sera la consommation d'énergie de la France entière. Voilà. Donc c'est pas très écolo. Il y a quand même un coût. Les activités humaines, voilà, le problème c'est qu'est-ce que la liberté? On peut dire la liberté c'est, voilà, on est seul on fait ce qu'on veut. Et puis il y a une autre conception de la liberté qui consiste à dire la liberté c'est justement d'être bénéficier de l'État qui nous met dans une situation où effectivement on n'a pas besoin. On est protégé des contingences matérielles. On n'a pas à s'inquiéter lorsqu'on a un billet tous les matins. On n'a pas à regarder cette courbe et à se poser la question, est-ce que la valeur de ma monnaie va ou non diminuer? La liberté, c'est la sécurité sociale. Ce n'est pas l'absence de sécurité sociale. Sans sécurité sociale, vous n'êtes pas libre parce que vous êtes menacé par la maladie, par la retraite, vous avez du mal à élever vos enfants. Au contraire, l'État, il vous donne les moyens d'être libre en vous protégeant, en vous garantissant une retraite et en vous garantissant en cas de maladie. Si c'est une menace pour les modèles sociaux, notamment le modèle français, pourquoi est-ce que les autorités, aujourd'hui, ne mettent pas leur nez dedans? Parce que ça pèse pas grand-chose. On dit que ça pèse, le Bitcoin, 200 milliards de dollars de capitalisation. C'est rien à côté des 80 000 milliards de dollars de liquidités comme ça qui circulent dans l'économie, enfin dans les marchés en général. C'est parce que ce n'est pas encore une menace pour leur propre autorité que les régulateurs, que les États ne font rien pour l'instant et regardent ça un peu de... D'abord, il y a cet ovni financier d'abord, il y a quelques États qui commencent à réagir. La Chine l'a interdit et le Japon l'a autorisé comme moyen de paiement. Enfin bref, il y a un certain nombre de pays qui commencent à réagir et puis, d'autre part, les États n'existent pas en tant que tels. Il y a des personnes, des hauts fonctionnaires, des hommes politiques qui suivent avec intérêt cette expérience et qui n'osent pas l'interdire immédiatement, mais foncièrement, le problème se pose. À partir du moment où on va s'apercevoir dans quelques années que ça sert à financer un certain nombre d'activités terroristes ou des activités clandestines, naturellement, les États vont... Il y a 100 000 Français qui ont acheté du Bitcoin. Vont y mettre... Ça concerne aussi des 100 000 Français qui ont acheté Bitcoin, qui n'ont rien à voir avec le terrorisme. Et combien de municipalités ont pris des crédits toxiques dans les années 2007? Combien de Français se sont laissés convaincre par leur banque, par la BNP par exemple, d'acheter des produits financiers qui finalement se sont révélés des catastrophes au moment de la crise de 2007. Donc à vous écouter, ce sont les pouvoirs publics qui donneront le coup de grâce un jour au Bitcoin, sauf si entre-temps la valeur évidemment s'effondrait parce que... La grande question qui se pose, c'est comment ça va se stabiliser à partir du moment où la montée en puissance va arrêter. Qui va continuer à faire fonctionner le système à partir du moment où il n'y aura plus l'espoir d'une montée perpétuelle? Est-ce qu'il y aura effectivement un certain nombre de personnes, des groupes qui vont continuer à faire tourner le Bitcoin quand le Bitcoin ne sera plus qu'une monnaie et ne sera plus qu'un actif spéculatif? C'est ça la question. Et par ailleurs, il y a également la question de la concurrence, c'est-à-dire
à partir du modèle du Bitcoin, qui nous dit que dans 5 ans, 10 ans, il n'y aura pas d'autres groupes qui vont créer d'autres monnaies alternatives. Il y en a déjà. Il y a l'Ether, il y a... qui éventuellement vont concurrencer ce Bitcoin, et de sorte que l'idée, le Bitcoin va prendre la valeur parce qu'il n'y en aura que 21 millions d'émis, ben ça ne va pas tenir si effectivement il y a de la concurrence. Donc en aucun cas, le Bitcoin, à vous écouter, n'est viable à long terme, même si on pouvait modifier des choses. Parce que quand on écoute, j'en parlais hier, mais Christine Lagarde, patronne du FMI, elle déclare, c'était encore il y a quelques semaines, que ces monnaies virtuelles pourraient très bien devenir plus stables et plus sécurisées que les monnaies traditionnelles. On a du mal à comprendre vraiment ce qu'elle avait en tête. Oui, on a du mal. On ne peut pas dire que ce soit une monnaie, stable actuellement. Sécurisée. Stable par rapport à quoi? D'abord, jusqu'à présent, les salaires et les prix ne sont pas en Bitcoin. Le jour, effectivement, où le SMIC sera en Bitcoin, peut-être que ça stabilisera le Bitcoin. Mais jusqu'à présent, ce qui caractérisait une monnaie, c'est que le fait que la monnaie servait pour fixer des prix et des salaires. Ce n'est pas le cas actuellement pour le Bitcoin. Le Bitcoin sera sécurisé le jour où, effectivement, il y aura une masse de transactions qui, effectivement, seront fixées en Bitcoin, et à ce moment-là, ça deviendra une vraie monnaie. Jusqu'à présent, c'est un actif spéculatif, avec le charme des actifs spéculatifs. C'est un actif spéculatif. Et en plus, le problème, c'est que c'est un gâchis fabuleux, parce que toute l'énergie qui est consacrée à créer et à maintenir le système, c'est de l'énergie qui n'est pas utilisée à faire des investissements utiles. C'est quand même un problème. Il y a la partie, encore une fois, instrument spéculatif qu'on entend bien, qu'on voit bien au travers de l'évolution, encore une fois, du cours du Bitcoin, mais on voit aussi 300 000 transactions dans le monde quotidiennes. C'est aussi une monnaie de transaction. Vous allez sur Showroom privé, vous pouvez payer. Vous allez sur Expedia, vous pouvez payer. Et là, vous le balayez du revers de la main. On finit là-dessus. Non, mais je veux dire, effectivement, le problème, c'est que deviendra le Bitcoin quand il n'y aura plus l'élément spéculatif. Actuellement, on en est à peu près à 11 000 $, ce qui est un peu beaucoup. On va voir comment il va résister à la chute qui, naturellement, dans les 2 ou 3 mois, va atteindre sans doute de l'ordre de 50%. Et là, on va pouvoir commencer à rire. Je veux dire, la monnaie, c'est quand même quelque chose qui doit être une réserve de valeur un peu stable. C'est pas le cas. C'est quoi une réserve de valeur? C'est quoi une réserve de valeur pour le commun des mortels? Une réserve de valeur, c'est-à-dire que si vous avez un billet, vous savez que, grosso modo, votre billet, il va vous permettre d'acheter une certaine quantité de biens plus ou moins grande l'année prochaine. Et que si je ne le dépense pas, je peux le garder sous ma paillasse pour le thésauriser et le dépenser dans un an sans qu'il ne vale plus rien. Sans qu'il ne valent plus rien. Il y a une garantie publique, voilà. On a fait l'indépendant de la Banque centrale pour renforcer... C'était quand ça déjà? On a fait la garantie de la Banque centrale pour renforcer encore cette garantie publique. Avec le Bitcoin, on perd complètement cette garantie. Et contrairement à ce qu'on croit, l'État, c'est quand même une garantie de stabilité pour la monnaie, comme pour la retraite et comme pour la protection sociale. Exactement. Je vous remercie, David. Mais ce n'est pas le projet politique, en tout cas, de celles et ceux qui sont derrière, en tout cas derrière le Bitcoin. Merci pour ces commentaires, Henri Stardignac, économiste. Merci, David. Merci.